Oui, bonjour. Excusez-moi d'être venue aussi tardivement. Je suis toulousaine. Et donc, quand je viens à Paris, c'est encore relativement rare. Et donc, je compile un maximum de rendez-vous. Et ce matin, c'était le lancement de l'association que j'ai créée avec Céline Pina. Et après, j'ai encore des rendez-vous. Donc, c'est pas un manque d'intérêt. J'avais assisté à la première table ronde. Et c'est toujours extrêmement intéressant. J'ai l'impression qu'il y a un effet starisant avec le collectif Condorcet. Et qu'ici, on a le temps de la réflexion. Et c'est vraiment un moment privilégié. Alors, je suis chargée de vous parler de l'école de l'exigence. C'est un terme qui est devenu sulfureux. Les tenants d'un certain courant l'assimilent à une sorte de darwinisme, d'élitisme, de sélection naturelle. Cette fameuse exigence, c'est ce que l'on veut impérativement, ce que l'on attend impérativement, ce qui est impérativement nécessaire. Alors, je vais risquer la redondance. L'école de l'exigence, c'est l'école qui est impérativement nécessaire, parce qu'elle est au cœur de la République sociale. Il y a une exigence d'école. La plupart des candidats à la présidentielle se sont prononcés pour un allongement des carrières scolaires, de 2 à 18 ans pour une scolarité obligatoire. Il y a une exigence scolaire, ce qui en fait un marché extrêmement juteux, qui a été évalué par une revue d'économie, qui montrait que le PIB généré par le marché scolaire était supérieur à celui généré par le pétrole. Et on voit avec le soutien scolaire ce qui s'empare. Quant aux exigences vis-à-vis de l'école, elles sont multiples, contradictoires, messianiques, consuméristes, pragmatiques et en même temps goinfrées et gorgées d'idéologie. Elles émanent des institutions nationales, locales avec le parcours éducatif territorialisé, européenne, de l'OCDE, des familles, du monde du travail. Et nous aussi, en tant que professionnels, nous avons des exigences à formuler. Alors, quitte à paraître corporatiste, on aimerait ne plus être incriminé, puis en même temps être abruti de tâches nouvelles qui n'ont plus rien à voir avec le métier d'enseigner. Et c'est ce qui nous motive est vraiment lié à l'intérêt général. Je voulais vous faire une petite remarque. Si vous faites un crédit, vous sollicitez un crédit dans une banque, vous êtes classé, les enseignants sont classés, pas tous enseignants, les enseignants sont classés dans la catégorie B, employés. Par contre, l'INSEE nous classe dans la catégorie A. Qu'est-ce qui fait qu'on peut relever de cette catégorie? C'est parce qu'on maîtrise le capital culturel et le capital scolaire. On sait faire. Et moi, j'ai l'impression que cette réforme du collège nous interdit vraiment, officiellement, de faire pour les élèves ce que l'on fait naturellement pour nos enfants, en termes d'ambition. Parce que l'école de l'exigence, c'est bien sûr l'école qui porte cette ambition. Alors, nous savons ce que c'est qu'une école sans exigence. Il suffit de regarder les manuels scolaires. J'avais prévu un diaporama, et comme je suis particulièrement intelligente, je l'ai bien sûr laissé chez moi avec ma clé USB. Je voulais vous montrer ces fameux programmes manuels scolaires avec la construction de trames narratives pour enrôler les enfants dans la tâche. C'est-à-dire, au lieu de dire aux élèves de faire un petit résumé, on va leur dire « faites un tweet ». La plus-value de 140 signes. Il y a un côté racoleur et démagogique, sans compter toutes les fautes. Alors, je vous avais montré la comparaison entre les héros grecs et un joueur du PSG, les tâches morbides, le pays sur Claude François, bien sûr, tout le monde connaît cet exemple. Mais transformer des émoticônes en mots. Voilà, des tâches qui n'ont absolument rien, qui ne portent pas du tout l'émulation qu'on attendrait du domaine scolaire. Alors, l'école sans exigence, c'est une école qui renonce. C'est celle dont la clôture avec le monde a perdu toute étanchéité. C'est fou le nombre de gens qui veulent rentrer à l'école. Les associations, les entreprises, vous l'avez dit tout à l'heure. Et j'ai retenu ce chiffre absolument incroyable du nombre d'heures perdues. C'est l'école PME, avec un langage et des méthodes managériales. C'est l'école de l'OCDE, parce qu'il faut éventer ce mensonge. Ces réformes ne sont absolument pas dictées par le ministère de l'Éducation nationale, elles sont plutôt dictées par Bercy et par l'Union européenne, au travers de la stratégie Europe 2020, qui a succédé à la stratégie de Lisbonne. Je pourrais le développer après si ça vous intéresse. C'est une école de l'OCDE. Et je vais beaucoup vous parler de ce rapport de Terra Nova, donc je vous ai livré un extrait tout à l'heure. Que doit-on apprendre à l'école? Parce qu'on sait l'influence qu'ils ont, que ce soit à gauche ou à droite. Et je les cite. Pour une part importante du public, le problème est inverse. Ce qui mérite d'être enseigné, c'est ce qui aura le plus d'utilité pour les élèves. Et utilité pourquoi?
Bien parce qu'il signale que les carrières, je cite, ne seront pas linéaires pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui et que donc il faut leur apprendre à apprendre pour pouvoir s'adapter et pouvoir s'intégrer à une logique du CDD, de la précarité. Il y a une vraie idéologie ultralibérale qui est à l'œuvre. On le retrouve dans les propos d'un ministre de l'Éducation qui avait dit « Les EPI feront la part belle au travail d'équipe, à l'expression orale, à la conduite de projet, toutes ces compétences si recherchées sur le marché du travail et trop peu développées par notre collège. » Pourtant, l'école de l'exigence n'est pas celle des exigences rognées. Et je vais vous lire juste un petit passage, ça aurait été mieux de vous l'afficher, donc toutes mes excuses. Mais voilà. Voilà un merveilleux diagnostic. Et je vais vous demander d'essayer de deviner de qui il émane. S'agissant des savoirs scolaires, on a depuis longtemps observé qu'une tendance souvent à l'œuvre était une limitation du niveau des enseignements, ainsi qu'une réduction de l'évaluation à des micro-tâches, pouvant certes redonner confiance à des élèves, mais dans un cadre d'exercice portant sur de micro-compétences tellement éclatées qu'elles ne signifient plus rien pour eux. Si les élèves qui connaissent le plus souvent l'échec à l'école sont exposés à un temps d'enseignement et surtout d'apprentissage plus court, ils sont privés d'un certain nombre de savoirs qui sont le plus souvent des savoirs plus complexes, plus riches et qui ouvrent le plus de portes pour l'acquisition d'autres connaissances. On dirait une parfaite critique de la réforme du collège, vous ne trouvez pas? Ben, c'est toujours Terra Nova dans le rapport que doit-on apprendre à l'école, sauf que là, c'était pour critiquer l'éducation prioritaire. Pourtant, les mêmes rajoutent on pourrait aller plus loin et dire que les contenus d'enseignement d'une école juste doivent être établis pour ne pas conduire des élèves à faire plus de chemin que d'autres pour les assimiler. Ce que François Dubé avait dit en disant qu'il fallait se caler sur ce que le plus faible des élèves était capable de comprendre pour élaborer les programmes et nos exigences. Voilà cette contradiction et en même temps cette convergence de vues avec les tenants du courant pédagogiste. Pourtant, il faut arrêter ces fausses alternatives. On n'est pas des réacs, pour reprendre leur vocabulaire, des réacs qui sont là pour remplir les élèves. C'est Jacquard qui disait qu'il fallait plus confondre le terme du carré et du serré, c'est-à-dire remplir et élever. Il n'y a pas d'alternative. Nous ne sommes pas piégés par cette alternative. Et j'aimerais citer la sociologue Nathalie Bull, qui est dans cet univers de la sociologie, une des rares, je pense, qui fait un vrai travail respectable sur l'école. Et elle écrivait « Les enquêtes empiriques démontrent unanimement l'importance d'enseignements intellectuellement stimulants. » Voilà ce qui pourrait être de l'exigence, de normes claires, d'attentes élevées communiquées aux élèves et du suivi effectif des progrès. Voilà. Deux auteurs, Laurent Jaffraud et Jean-Baptiste Rosy, avaient parlé de l'adaptationnisme scolaire. Pourtant, ça datait de 2000. Et ils expliquaient qu'ils dénonçaient cette pente actuelle, dominante dans les réflexions sur l'école, qui consiste à adapter donc ces exigences, les renier, il faut le dire, plutôt que de persévérer, à amener, à élever ces nouveaux publics vers ces nouvelles exigences. Et ça, il va falloir vraiment le mettre en avant. L'absence d'exigence pour tous renforce la reproduction des inégalités sociales. C'est bien ça qui la renforce. Parce que abaisser l'ambition des savoirs, les avilir en compétences, pourquoi ne pas garder le terme de savoir-faire? Non. Donc si on utilise le mot de compétence, il y a bien cette idéologie managériale qui est derrière. Plus vous abaissez les compétences, plus vous avilissez ces savoirs, plus en fait vous renforcez le rôle invisible des parents. C'est ce que disait Basil Bernstein. Parce que les parents qui savent faire feront. Les parents qui ne savent pas faire, qui n'ont pas ce capital scolaire, ne feront plus. Et eux déléguaient. L'école publique était leur patrimoine le plus précieux, était le seul levier, justement, pour acquérir ces savoirs. On y renonce, mais les enfants de profs ou les enfants de ces fameuses élites, eux, s'en sortiront parfaitement bien. C'est pour les autres des classes populaires que le problème se pose. Alors, partager l'ambition avec et pour tous, le plus grand nombre, ceux qui consentent à l'effort, quand on parle des classes bilingues, c'est l'effort de vouloir s'inscrire dans ces classes. Ce n'étaient pas des classes sélectives. C'est le contraire de l'élitisme, justement, parce que la sélection n'est pas supprimée. La sélection sociale, elle existe toujours. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'elles resteront, les classes prépa et les classes d'excellence comme ça. La sélection existe toujours. Elle est juste différée ou masquée. Les résultats, encore une fois, ça renforce la reproduction des inégalités sociales. Alors, je ne vais pas parler plus du curriculaire qui
consiste, toujours ce terme propre au monde du travail, le spiralaire, le curriculaire, qui sont simplement des moyens de naturaliser les difficultés sociales d'un territoire. Vous enfermez les élèves dedans. La finalité, c'est pas de s'adapter aux élèves. Parce que, encore une fois, arrêtons les fausses alternatives. Nous ne sommes pas contre la différenciation. C'est pas vrai. Nous savons nous adapter et nous savons faire. Je dirais même comme la prose de M. Jourdain, on le fait même quand on s'en aperçoit pas. C'est une rupture d'égalité entre les enfants de France, à qui il sera donné selon la catégorie sociale du territoire auquel ils appartiennent. En effet, qu'est-ce qu'un élève de nous avons tous retenu, je crois, cette formule horripilante de la ministre de l'Éducation nationale quand elle avait parlé des singularités territoriales, pour justifier le fait que les classes bilingues avaient pratiquement toutes disparu de l'Académie de Caen, mais par contre, elles étaient toutes dans l'Académie de Paris, maintenues. Là, il n'y avait aucune difficulté. Donc il s'agit bien, en fait, avec ce curriculaire, d'adapter l'offre éducative à la sociologie des habitants, à une image type qu'on se fait d'un élève de ce territoire. Et l'approche curriculaire permet de prétexter la construction de ces parcours individualisés et personnalisés, alors qu'en fait, il s'agit d'assigner à résidence les enfants. Mieux vaut qu'ils ne déménagent, ou au contraire, mieux vaut qu'ils déménagent, parce que moi, je crois en la mobilité. Donc l'école de l'exigence, c'est celle de la maximisation de la qualité culturelle des savoirs transmis. Je reprends cette belle formule de Jean-Baptiste Rosy. Cette qualité culturelle. Et pour moi, ça s'incarne avec un groupe d'élèves que j'ai eu l'honneur d'avoir à Marseille, dans un établissement des quartiers difficiles, catégorie 4 à l'époque, ça s'appelait prévention de la violence. Dassima, Mohamed, Nadia, ça avait commencé avec une classe bilingue allemand. Oui, à Marseille. C'était un investissement des parents. C'était un investissement des élèves. Il n'y avait pas eu de sélection. Et eux ont poursuivi leur carrière exemplaire, scolaire exemplaire au lycée militaire d'Aix-en-Provence, par exemple. Voilà de magnifiques réussites qui commençaient avec cette exigence-là des classes bilingues. L'école d'exigence, et ça c'est juste une petite chose que je veux signer, c'est aussi une école d'exigence vis-à-vis de nous. Je pense que au lieu de subir ces réformes, puisqu'on est sans cesse en train de vanter notre liberté pédagogique, nous devrions ruser avec. Et plutôt que de viser le succès, on va dire, devant le ministère de l'Éducation nationale, plutôt que s'intéresser à Harry Potter, nous pourrions nous saisir de cette liberté pédagogique-là pour rester ambitieux vis-à-vis de nos élèves. Ces EPI qui sont mal conçus, mal faits, qui sont difficiles d'exécution, devraient pouvoir nous laisser la place de faire ce que nous, professionnels, savons qu'il est nécessaire de faire pour le bien des élèves. Cette ambition-là, ce serait vraiment une révolution. Et il faut ruser avec la réforme. C'est pas des choses qui peuvent se décider au ministère, c'est des choses qui sont liées à notre éthique personnelle, je pense. Être exigeant avec chacun des élèves, parler aux parents du métier de parent. Aussi la mobilité. Et là, c'est la seule chose avec laquelle je n'étais pas d'accord avec vous. C'est le géographe Laurent Farret qui parlait de la mobilité en disant qu'on était passé d'une culture de la mobilité à un capital social du mouvement. Moi, je suis pour qu'ils partent. Je connais les limites du busing, le fait de prendre le bus, mais je suis dans une ville, Toulouse, dans laquelle 4 collèges, dont le mien, n'ont pas de mixité sociale et ethnique, il faut le dire. 97 à 99% des élèves ont des parents issus de catégories socio-professionnelles défavorisées. Vous avez donc de l'assignation à résidence et de vrais ghettos. Et on a un vrai débat avec les syndicalistes de Sud, par exemple, qui, eux, mettent leurs gosses ailleurs, mais qui, par contre, veulent que ces enfants restent là. À 17h, c'est fini. Les administrations sont fermées. Les fonctionnaires sont rentrés chez eux. Et eux, les enfants, seront restés là. Alors là, il y a un grand débat parce qu'on essaye le conseil départemental veut fermer le collège de la Rainerie, qui est au pied des bâtiments. Depuis le balcon, vous pouvez jeter des choses dans les salles de classe. Moi, je crois en cette mobilité, je crois en ce mouvement, je crois aux internats d'excellence, je crois en l'éloignement. Parce que justement, comme vous le disiez si bien, la clôture de l'école n'est plus étanche. Nous subissons les inégalités sociales, socio-spatiales qui entourent le collège. Et plutôt que de les sédimenter avec cette réforme du collège, avec cette adaptation au territoire, aux élèves types, vous imaginez ce que ça signifie en fait, de ce qu'on va renier comme ambition? On va faire du collège, de tous les collèges de France, des collèges ZEP selon
la description qu'en faisait Terra Nova. Alors bien sûr, on va truquer le thermomètre et on dira qu'il n'y a plus de température. Mais non, la mobilité, c'est essentiel, puisqu'on ne peut pas casser les ghettos. Protégeons les écoles et assurons-leur justement cette qualité d'îlot, d'insularité dans ces territoires qui cumulent toutes les difficultés sociales. Voilà. Je vous remercie.